Et bonjour à tous. Je sais que c'est un samedi de beau temps, l'après-midi, puis vous êtes vraiment braves et c'est sympa que vous soyez là tous. Est-ce que vous seriez d'accord de venir tout près, comme ça on fait un petit cercle, parce qu'on va être un peu dans l'intimité. Allez, venez vers nous, ceux qui sont tout derrière. Vous voulez pas venir par là devant? Comme ça on ferait une vraie discussion, table ronde, un peu cosy, on se serre les uns comme les autres contre les autres, parce que nous sommes des animaux sociaux, nous les humains. Donc vous voulez? Allez, venez. Super. Merci beaucoup. Voilà, pendant que vous vous rapprochez de nous un petit peu, et n'hésitez pas à venir même au premier rang, ce sera plus facile pour discuter après. Donc je vais vous présenter les trois invités de cette table ronde. Je pense que vous avez déjà regardé un peu sur le programme. Je vous présente Maureen Mercier, qui est journaliste, qui est ma collègue de la RTS, qui vit actuellement en Tunisie. Elle nous racontera comment elle a traversé la Méditerranée dans un sens, pendant que Hackett, lui, faisait cette traversée dans l'autre sens et dans d'autres conditions. Hackett, Tewende Lucien, c'est comme ça qu'il faut que je t'appelle. Hackett Tewende, d'accord. Et actuellement, il vit en Italie et il fait des études d'économie. Et puis Thomas Bischoff, il est médecin. Il est professeur de médecine, il a monté la première chaire de médecine de famille à Lausanne qu'il a dirigée. Et puis il a pris sa retraite et il avait plein de mandats et on lui a proposé de prendre la présidence d'SOS Méditerranée Suisse. Il avait dit non, je veux bien m'engager mais pas prendre la présidence. Et depuis, il est président d'SOS Méditerranée Suisse et il nous racontera aussi son engagement. Mais je vais demander à Hackett de commencer par parler un peu de ce voyage, puisque le thème, c'est d'une rive à l'autre. Toi, tu es parti de Côte d'Ivoire, tu as traversé plusieurs déserts, et puis tu es arrivé en Libye. Pourquoi est-ce que tu as choisi la Libye alors qu'on sait que c'est un pays peu recommandable? Alors, d'accord, d'abord, j'aimerais vous remercier de l'invitation que j'ai reçue du festival. Juste avant de répondre à la question, j'aimerais juste vous dire que je me sens plus à l'aise à parler dans la langue italienne que la langue française, parce que même si mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, on parle français, mais j'ai perdu un peu la fluidité à parler la langue française, mais j'essaierai quand même, tant mieux. Le choix de la Libye n'a pas été un choix déterminé en fait, c'est juste que je devais juste trouver un lieu où aller, voilà. Et là, moi, je suis là en Italie depuis 2011. Et donc, du coup, en 2011, les problèmes n'étaient pas les mêmes comme ceux qu'on voit aujourd'hui. Et c'est vrai que, voilà, il y avait beaucoup d'autres problèmes. Mais après tout ça, on n'était pas quand même informés. Hein. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Quand vous êtes parti de Côte d'Ivoire, vous aviez quoi comme information sur la manière dont ça allait se passer? Très belle question. L'information que j'avais de la Libye, c'était juste que la Libye était un pays où tout fleurissait, où tout allait très bien. Justement, c'est vrai que tout allait très bien parce que Kadhafi avait quand même investi sur son pays. Même on pouvait tout dire ce qu'on voulait de Kadhafi, mais c'était l'un des présidents quand même qui tenait à cœur son peuple. Le seul pays où l'électricité et l'eau était pratiquement gratuite. Donc voilà, c'est très rare de voir dans le monde entier. Et donc... c'était juste ça, et je savais aussi que la Libye parlait anglais, alors que ce n'était pas vrai qu'elle parlait anglais, en fait, elle parlait plus l'arabe que l'anglais. Et mon objectif, c'était juste d'aller là, trouver un petit abri, continuer mes études, et puis voilà, après, rentrer chez moi en Côte d'Ivoire, ce qui n'a pas été le cas, justement. Et vous le saurez tout à l'heure. Racontez-nous, vous vouliez travailler un peu en Libye et retourner en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui fait que vous avez traversé ? La Libye en Italie ou de la Libye en Italie, ouais. Bon, ouais. Bon, en Côte d'Ivoire, on imagine bien, vous êtes parti parce que voilà, par manque de perspective dans votre pays. Manque de perspective, je ne sais, je suis pas très sûr. Je dirais plutôt que justement hier, on en parlait avec Corinne et Lucienne. Et justement, je suis parti de la Côte d'Ivoire parce que justement, il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Même si les informations ne sont pas très connues, comme d'habitude, en ce qui concerne l'Afrique de manière particulière.
Il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, la guerre qui a duré 10 ans, de 1999 plus ou moins 2001 jusqu'en 2011. Un conflit sanglant, des milliers de morts. Très peu dans la salle, je suis sûr qu'ils ne sont pas au courant de cette information. Et c'était la première raison qui m'a poussé justement à quitter la Côte d'Ivoire. Et après, pour des raisons familières, parce que avec mon père, je ne m'attendais pas très bien. Et donc voilà, mon père a décidé d'aller vers le Burkina Faso, parce qu'en vrai, mes parents sont burkinabés, donc je suis d'origine du Burkina Faso. Mais je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, et donc du coup, je suis ivoirien. Voilà, donc voilà, c'est ces deux raisons qui m'ont poussé à quitter la Côte d'Ivoire pour la Libye. Et comme je le disais auparavant, je n'étais pas du tout informé sur comment est-ce qu'était le voyage. Pour moi, aller en Libye, c'était juste prendre mon sac à dos et rejoindre la Libye comme si je prenais un car ou un train de Genève à Milan, quoi. Et justement, j'étais ignorant sur le trajet, sur tout le trajet. Et j'arrive justement, je fais le voyage de la capitale ivoirienne Abidjan jusqu'au Niger, l'une des dernières villes qui débouche justement sur le désert nigérien. Et là, tout commence à changer. Je me rends compte que ce n'étaient pas les informations que j'avais reçues. D'abord, à la frontière, à la douane, les policiers, en fait, ils arrêtent le car, ils font les fouilles, le contrôle. Et puis, nous qui ne sommes pas nigériens, on nous fait descendre du car. Et les Nigériens, justement, on les laisse continuer. On nous fait payer de l'argent parce qu'on n'est pas du pays. Et là, je comprends que voilà, les vrais problèmes commencent. Vous aviez quoi dans votre sac à dos et comment vous avez fait avec l'argent? Vous l'aviez caché sur vous? Vous aviez et qu'est-ce que vous avez emporté avec vous dans votre sac à dos? J'avais justement un sac à dos marron, je me rappelle très bien, j'ai l'image du sac à dos encore. J'avais dans mon sac à dos, j'avais un pantalon, un t-shirt, une Bible, mes documents, mes diplômes du BPC, un album photo de ma famille et un agenda et 2 livres que j'avais pensé lire durant mon voyage. Voilà. Et l'argent, je l'avais juste économisé par rapport à l'argent de poche que me donnait mon père. Et c'est avec ça, c'était pas assez, mais jusqu'au Niger, j'ai pu quand même arriver là. Et c'est à partir du Niger que justement il fallait travailler pour continuer parce que j'avais plus d'argent. Et l'argent, vous l'aviez caché un peu? Non. Parce que vous êtes vraiment parti comme ça? Non, je suis parti comme ça parce que je ne savais pas vraiment du tout ce qui m'attendait là, sur le chemin. Je ne savais pas du tout. Et je ne l'ai pas caché, j'étais naturel, quoi, normal, quoi, voilà, comme si je voyageais normalement. Et c'est justement, comme je le dis, c'est à partir du Niger que je me suis rendu compte. Et au Niger, j'ai Agadez, qui est la ville, je ne sais pas si quelqu'un connaît Agadez. C'est là que je suis resté 15 jours, j'ai travaillé j'ai payé d'abord le trajet entre Agadez et une autre ville qui se trouve en plein désert nigérien. Et voilà. Et là, vous aviez encore un peu d'argent ou plus? Presque rien, juste quelques centimes pour acheter de l'eau, quelque chose. Mais presque rien, je dirais rien. Ouais, je n'avais rien. Ouais. C'est plus juste comme ça. Et ensuite Et de Agadez à la ville qui se trouvait en plein désert, on a fait 9 jours de voyage. À pied? Non, avec des camions qui transportaient des marchandises. Et nous, on était juste au-dessus de ces marchandises. Très souvent, si vous allez sur le net, sur Google, que vous tapez voyage dans le désert, Niger, Libye, vous verrez bien des images de gros camions qui portent des marchandises. Excusez-moi, et nous, on était juste au-dessus. Et on avait comme provision de l'eau et une nourriture dans ma zone qu'on appelle gari. En fait, c'est un peu comme de la farine de manioc. J'avais juste ça, du sucre et de l'eau. Et l'eau encore,
L'eau encore, il veut dire que l'eau, il en manquait justement. Et au 5e jour du voyage, on s'est arrêté en plein désert et je me rappelle encore très bien de cette image. Enfin, je me rappelle de tout, mais il y a des moments très précis qui me frappent, qui me passent vraiment à l'esprit comme ça. Au 5e jour du voyage, on n'avait plus d'eau. Je vous dis qu'on a fait 9 jours. Au 5e jour, on n'avait plus d'eau. Chacun avait sa petite réserve d'eau. Non, chacun n'avait pas sa petite réserve d'eau. Vous deviez la partager. Voilà. Et ça se passe, ça se passe bien parce qu'après, on comprend qu'il faudrait s'entraider si on se fait la guerre. Déjà, le voyage, c'est une guerre. S'il faudrait se faire la guerre entre nous, c'est vrai que c'est pas facile avec tout le monde, mais je peux dire que j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être avec des personnes justement avec qui tout s'est très bien passé. Et on avait juste une réserve d'eau, d'un bidon d'eau de 20 litres pour pratiquement 5 à 10 personnes. Hein. Ouais. Et donc, il fallait juste, durant la journée, prendre une gorgée d'eau. Pour revitaliser encore l'organisme, le corps, et voilà. Et donc au 5e jour, l'eau en manquait. Et on a été dans ce lieu en plein désert où il y avait un peu d'eau et l'eau avait cette couleur-là. Je me rappelle très très bien, avec cette couleur, mais je pense encore plus foncée que ça. Et vous avez hésité à la boire? J'ai pas hésité, je l'ai bu avec plaisir. C'était très bon. Ah ben bien sûr, mais il ne faut pas la boire, tu verras. Je l'ai bu. Ah ben bien sûr. Je vous l'ai dit, j'ai pris l'eau, je regardais à l'intérieur de l'eau, je voyais des trucs qui flottaient. Des êtres vivants à l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas qu'on a besoin du microscope pour mieux le voir, non, je le voyais à œil nu. Et j'ai pris mon t-shirt que j'avais sur moi. J'ai juste mis au-dessus de la bouteille et je l'ai bu. Elle était bonne, l'eau. Ouais, elle était très bonne. Ah ouais. Et voilà, et après, on a continué. Après, vous savez, les forces, on commence à perdre les forces. Ça devient compliqué. Le soleil, il est au zénith. Il tape dur parce que là, on n'a rien sur la tête. Et le soleil, il tape. Voilà, entre midi et 2, on a juste une pause, le temps que le chauffeur et son apprenti se reposent, ils font la prière journalière, parce que la plupart des chauffeurs étaient ou de la Libye ou du Niger, de religion musulmane, et donc ils faisaient les prières le temps juste qu'on se repose et paf, on reprenait la route. Et le 9e jour, on est arrivé dans la ville qui se trouve en plein désert du Niger. Là encore, j'ai eu à travailler pour avoir un peu d'argent pour continuer la route. Et après, il me semble, 10 jours, pas plus de 10 jours quand même, il me semble, on a débarqué pour la Libye. Et on nous a mis dans un pick-up. Je ne sais pas si vous avez présent, vous voyez un peu comment est-ce que sont les pick-up. C'est juste des places, c'est juste des voitures. Ça pouvait prendre maximum la contenance, il me semble, si je ne me trompe pas, maximum 10 personnes, hein, pas plus. Même 10, je pense que 10 personnes, c'est encore trop. Et là, nous, on était 22 personnes. Sur la plage arrière du pick-up, sur le métal. Entassés comme des bêtes. C'est dur à dire, mais c'est le mot juste. Juste assis avec les jambes écartées, l'autre assis juste en face de toi, et voilà. Et on a fait 2 jours et demi de voyage entre cette ville et la ville libyenne, hein. Et voilà. Ouf. C'est dur de repenser à ça. Non, c'est pas que c'est dur, c'est révoltant. Voilà. J'aime pas trop le mot dur ou difficile. Non, pour moi, c'est révoltant. Parce que on peut l'éviter. C'est possible de l'éviter, mais on le fait pas. Voilà. Donc, c'est pas dur, c'est révoltant pour moi. Et donc,
là, on arrive dans cette ville, on est divisé, on est partagé comme des marchandises. Ouais, c'est ça le mot, quoi. On est divisé, partagé comme des marchandises. Les Libyens, ils arrivent, ils choisissent 5, 4, 10 d'entre nous, ils emportent, et puis après, on est mis dans des maisons inachevées. Et là encore, on doit payer de l'argent pour être libéré dans la ville. Après, on se retrouve tout seul. Voilà, et je me suis retrouvé tout seul. Dans cette ville, dans la première ville libyenne. Et là, il fallait trouver une solution. J'ai fait la connaissance d'un jeune du Burkina Faso qui avait une famille en Libye, dans cette ville-là. On va ensemble chez cette famille-là. J'étais logé dans un foyer. En fait, cette personne que cet ami appelle parent, en fait, il avait un foyer où justement les personnes qui arrivaient étaient logées là juste le temps, on payait quelque chose à chaque jour. Hein. Et juste le temps après de pouvoir trouver une solution. Et puis voilà, chacun allait où pouvait aller. Voilà, je suis resté là juste 1 ou 2 semaines. Et j'ai eu du travail. Le gouvernement libyen avait financé un projet juste à la frontière entre cette ville, tout le long de cette ville et le désert libyen. Et donc, ce projet avait pour objectif de planter des arbres pour éviter que le désert avance. L'avancée du désert. Ouais. Et donc, j'ai travaillé dans ce projet juste 1 mois et demi. Ah non, j'ai été dans ce foyer 1 mois et demi parce que là, je suis resté 3 mois. Je suis resté 3 mois, donc 1 mois et demi dans le foyer. Et ce que je faisais chaque jour, c'était juste qu'on allait au bord de la route. Là, ici en Suisse, je ne sais pas si ce système-là existait en Italie. Non, en Italie, il a existé. Vous alliez au bord de la route pour attendre que quelqu'un vienne vous proposer du travail. Je ne sais pas si ça existait en Suisse, non. En Italie, oui, donc eux, ils en savent très bien comment ça fonctionne. Et 1 mois et demi, j'ai vécu dans ce monde-là. Un autre mois et demi, j'ai travaillé dans ce projet-là. Après, combien de temps, en fait, combien de temps vous avez passé en Libye avant de pouvoir faire cette traversée? 6 mois. Ah non, en Libye, avant de faire ce travail? Ouais. 1 ou 2 semaines. En fait, vous avez pu quitter ce pays assez vite. Ouais. Justement. Toutes les fois que je vais raconter mon histoire, justement, je dis toujours que je suis juste un petit chanceux, quoi, dans ce monde violent. J'ai fait très peu de temps en Libye. 3 mois dans cette ville, entre le travail, l'attente d'avoir un travail au bord de la route, le travail que j'ai eu dans ce projet. Et là, j'ai migré une fois de plus à Tripoli, la capitale libyenne. Et là, en Libye, à Tripoli, pardon, je suis resté 3 autres mois. Et c'est justement là que j'étais à Tripoli que la guerre... Excusez-moi, je ne sais pas si ce que je suis en train de dire c'est juste, mais je pense que c'est juste, entre l'Europe et Kadhafi, en fait. Voilà, le 12 février 2011. 12-13 février, je me rappelle très bien, a débuté la guerre, le conflit libyen. Et c'est là que justement, une autre épisode encore commence. Et j'arrive à Tripoli, je connaissais personne. Je suis arrivé à Tripoli un des jours, je pense, du mois de novembre-décembre. J'ai erré de 6 heures de l'après-midi jusqu'à minuit du soir. J'ai eu la chance, une fois de plus, de rencontrer des jeunes qui travaillaient, qui s'occupaient de ramasser les ordures dans la capitale libyenne. Ils m'ont hébergé chez eux. Je suis resté juste 1 mois. Après, j'allais toujours, comme dans la première ville libyenne, aux frontières du désert. Là encore, à Tripoli, je faisais presque le même travail. J'allais juste attendre au bord de la route pour avoir du travail. Je ne parlais pas la langue arabe. Et donc, je m'associais juste à des personnes que je rencontrais là pour pouvoir avoir quelque chose et vivre, voilà, survivre en fait. Après 1 mois et demi, j'ai eu quelques dinars, parce que la monnaie libyenne, c'est le dinar. J'ai eu quelques dinars.
J'ai donc décidé de quitter ces personnes qui m'ont hébergé, d'aller vivre avec une autre personne, être un peu plus libre, quoi, indépendant. Et c'est justement là que commence la guerre libyenne, le conflit libyen. Et l'idée était donc de rentrer chez moi, de rentrer à la maison. Je n'avais rien. Ah, j'ai eu justement la chance, encore une fois de plus, de trouver du travail comme éboueur. Voilà. Comme c'est en fait, ces personnes que j'ai recrutées qui m'ont hébergé, m'ont donné la possibilité d'avoir un travail où ils travaillaient. Et là, j'ai travaillé 1 mois. Et c'est avec justement ce salaire de boueur que j'ai pu quitter la Libye. Mon objectif, ce n'était pas quitter la Libye et venir en Italie. Je n'avais jamais eu l'intention ou un plan de venir en Italie. Je ne savais même pas qu'il existait ce trafic entre la Libye et l'Italie. Je ne savais rien, mais vraiment rien du tout. J'ai fait la rencontre d'un autre jeune du Burkina Faso, justement, qui me parle de cette possibilité de rentrer en Italie en traversant la Méditerranée dans des conditions que sûrement vous avez vu à la télévision, qui n'a rien à voir avec la réalité. Et là, je refuse, mais après, je me rends compte que lui, il est déterminé, il veut aller, et puis voilà, après, je le suis. Pendant tout ce temps, vous aviez contact avec votre famille, vous leur parliez? Difficilement, mais oui. Vous aviez un téléphone portable? Non. Non. J'avais juste un téléphone, après, il ne fonctionnait plus. Mais j'avais le numéro de ma mère, que j'allais très souvent l'appeler à la cabine téléphonique. En fait, c'était moi qui pouvais l'appeler. Elle ne pouvait pas m'appeler. Et eux, ils ont essayé de vous dissuader de partir. Vous leur avez parlé du plan de votre camarade de traverser? Ils ne savaient pas. Malheureusement, je ne sais pas si... Je suis un fils un peu têtu. Hein. Je n'ai jamais partagé mes objectifs avec mes parents, en fait. Et donc, ma mère ne savait pas. Bon, je parle plus de ma mère parce qu'avec mon père, je n'avais pas de rapport, de relation. Okay? Donc, c'était plus avec ma mère que je partageais plus. Mais je lui disais juste quand j'avais déjà fait. Ouais. Voilà. Excusez-moi, vous qui êtes mère. Et donc là, vous lui avez téléphoné une dernière fois, mais vous ne lui avez pas dit que vous alliez partir et vous avez embarqué avec le jeune que vous aviez rencontré. Le même jour que j'étais en train d'embarquer, je l'ai appelé, je lui ai dit que je suis en train de partir. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle ne pouvait rien dire. De toute façon, même si elle disait non, moi, j'allais quand même. Donc, voilà, elle m'a dit, tu penses que ce que tu fais, tu penses que c'est juste. Voilà, tant mieux. De toute façon, moi, je te porte en prière. Elle vous faisait confiance, quoi. Ouais. Et cette traversée, vous pouvez nous la raconter? Alors, toutes les fois qu'on m'a posé la question sur la traversée, je me rappelle vraiment rien de cette traversée. Parce que je l'ai tellement mal vécu, ça a été très difficile pour moi, avec le mal de mer, la colère à l'intérieur, la révolte de savoir que je suis en Afrique, sur ma terre, même si je ne suis pas dans mon pays, je dois être traité comme ça. En fait, la traversée entre la Libye et l'Italie, je l'ai vécue de manière différente par rapport à la traversée du désert libyen. C'est 2 voyages complètement différents. Le voyage entre le Niger, enfin, entre la Côte d'Ivoire et la Libye, je me rappelle vraiment très bien avec tous les détails possibles. Par contre, celui de la Libye entre l'Italie, je ne me rappelle pas vraiment, pas du tout. Ce que je me rappelle, que je peux vous dire, que je me rappelle très bien que j'ai quitté la Libye entre la nuit du 27 au 28 avril 2011, aux environs de minuit. Excusez-moi pour la précision, parce que je suis vraiment malade avec les... durant tout le trajet, je n'ai fait que prendre, vomir, parce que j'avais le mal de mer, je n'ai pas mangé.
On a fait le voyage, il a duré 1 jour et demi, voire 2 jours. On était entassés encore une fois de plus. C'était un canot pneumatique? Non, ça c'était un bateau plutôt en dur. Un bateau de pêche. Mm. Ouais. Une fois de plus, on était entassés comme des bêtes. Et justement, on a risqué d'être noyé parce que là, quand on est arrivé à Lampedusa, enfin presque aux côtes de Lampedusa, il y avait la mer qui était très très agitée. On a été sauvés, pour dire vrai, on a été sauvés par. Là, je ne me rappelle pas qui était parce que je n'étais pas en mesure de prendre les informations, même si de nature je suis très curieux, mais là, je n'étais pas en mesure, pas du tout. Et j'ai eu encore la chance justement parce que quand on a été sauvés sur l'eau, parce que nous on a été sauvés sur l'eau, on nous a emporté avec une croisière jusqu'à Bari. Je ne suis pas resté à Lampedusa, non. On nous a porté directement à Bari, qui est une ville qui se trouve dans les Pouilles, il me semble, oui, dans les Pouilles, ouais. Et là, je suis resté seulement qu'une nuit parce que j'étais encore mineur. Je me restais jusqu'à 7 mois pour avoir mes 18 ans. Et j'ai été emporté à Ancona, où je suis présentement, dans une petite ville appelée Ostra. Et là, je suis resté 7 mois quand j'ai eu mes 18 ans, parce que là, c'était juste une communauté pour mineurs. J'ai fait la connaissance du curé de la paroisse, de la paroisse de la ville, qui m'a fait connaître une famille italienne avec laquelle je suis resté 4 ans. J'ai fait un parcours différent, j'ai conclu le lycée. J'ai eu mon bac et puis voilà, après les 4 ans, je suis... Et tu as appris l'italien très très vite, quoi. Ouais. C'était une langue que tu connaissais pas du tout. Pas du tout. Le seul mot que je connaissais en italien, c'était amore, amour. Aket, tout à l'heure, on va revenir sur cette histoire qui est en train de s'écrire, le regard que tu as sur l'Europe, la manière dont ça se passe et l'information. Mais j'aimerais bien entendre Maureen, qui elle a fait le trajet inverse, qui allait d'une autre rive à la rive de l'Afrique du Nord. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est ce que tu disais sur l'information. Je ne savais pas, j'avais pas ces informations. Et Maureen, c'est pour ça que tu es partie, toi, parce que tu voulais... Parce que je ne les avais pas non plus, ces informations, pour être très honnête. Donc je comprends que tu es partie sans savoir quoi que ce soit. Bonjour, tout d'abord, et merci pour l'invitation. Moi, je me rends régulièrement en Libye. Je dois faire partie de ceux qui se rendent le plus en Libye. Sauf que ça veut dire que je peux m'y rendre une fois par année, ou une fois tous les 9 mois. C'est très difficile d'aller en Libye. C'est pas faisable d'y aller sans autorisation. Il faut un visa journaliste. Il n'y a plus d'État. Donc il faut soit un visa pour aller sur la partie ouest, soit un visa pour aller sur la partie est. Et c'est une bataille. Moi, j'ai des réseaux, j'ai des amis qui m'aident. Je suis chanceuse. Et il me faut des mois pour obtenir un visa. Puis une fois qu'on est sur place, c'est excessivement compliqué d'avoir de l'information. Et toi qui as fait le voyage en 2011, la situation aujourd'hui, malheureusement, elle est pire parce que ça fait 8 ans de plus que la Libye s'écroule. Il y a réellement plus d'autorité. Il y a énormément d'armes qui circulent. Et puis en 2011, avec un peu de chance, on pouvait tomber sur des passeurs. Et aujourd'hui, on peut tomber que sur des trafiquants. C'est vraiment devenu un trafic d'êtres humains. C'est pas des passeurs qui essaient de faire en sorte que des gens du continent puissent passer côté européen. C'est des gens qui se disent, tiens, il y a des populations vulnérables qui cherchent leur chemin, des gens qui sont souvent... qui font tout pour éviter la Libye, mais qui se retrouvent en Libye, parce que quand on est dans le désert, c'est dur de distinguer où on se situe et d'opter pour la Tunisie ou d'opter pour la Libye. Donc c'est vraiment une espèce de roue comme ça infernale qui embarque des gens, c'est une broyeuse. Enfin, vous avez tous entendu que quand on traverse la Libye, on passe et on est vendu d'un groupe de trafiquants à un autre et on remonte comme ça jusqu'à la côte méditerranéenne.
Et puis quand on se retrouve sur une embarcation, ça c'est tous les témoignages que je peux bien recueillir, c'est parce que on ne vaut plus rien en fait. Pour dire les choses très clairement, c'est parce que quand on est femme, on a été tellement violée, on est tellement enceinte, on a peut-être des maladies VIH, etc. Donc on ne peut plus être exploité, donc on est jeté à la mer. Et puis quand on est homme, c'est les mêmes mécanismes. Quand on est blessé, qu'on ne peut plus servir à travailler dans le bâtiment gratuitement en Libye, par exemple, eh ben on est jeté à la mer. Donc le but, encore une fois, maintenant, aujourd'hui, en 2019, c'est pas de faire en sorte que ces gens arrivent jusqu'à nous, c'est de s'en débarrasser parce que leur offrir un bol de riz par jour, c'est déjà trop cher pour les trafiquants. C'est du trafic d'êtres humains. Il y a aussi quelque chose qui, quand tu disais « je savais pas », j'ai recueilli énormément de témoignages. Il y a plein de choses qui se disent pas, c'est trop violent. Une fois qu'on les a vécues, on peut pas les raconter. En Libye, il y a des violences sexuelles qui sont inimaginables. Enfin, j'ai recueilli, et pas qu'une fois, malheureusement, des dizaines et des dizaines de témoignages qui vont dans le même sens, à savoir que quand on est femme, on est généralement vendu, on se retrouve dans des hangars. Là, des Libyens qui ont envie d'un rapport sexuel viennent se servir. La femme est mise dans un coffre. Elle est prostituée de force chez ce Libyen qui la ramène dans ce même hangar. Et ça, évidemment, sans salaire, mais une demi-bouchée de pain. Ça, c'est le sort qui est réservé aux femmes. C'est pour ça qu'elles sont souvent enceintes sur les embarcations quand on les voit les rescapés, parce que la plupart, elles restent en Libye, elles meurent en Libye. Et les hommes, dans ces prisons privées, parce qu'il faut appeler les choses telles qu'elles le sont, eux aussi subissent des violences sexuelles, mais qui vont jusqu'à l'extermination. Et ça, si tu me permets d'en parler, je trouve que c'est des choses qu'il faut pouvoir dire. Les gens qui subissent ça, d'abord, soit ils meurent, donc évidemment qu'ils ne peuvent pas en parler, soit ils sont rescapés, mais c'est beaucoup trop lourd à dire. Une femme qui a été violée ainsi, elle ne peut pas en parler parce que... que dire à sa famille? Enfin, c'est des histoires qui ne peuvent pas se raconter, c'est se tuer deux fois. Ce qui se passe dans ces prisons privées en matière de violence sexuelle, ça aussi je l'ai recueilli des dizaines de fois, c'est quand ils s'aperçoivent que ces gens ne sont plus exploitables pour une raison ou pour une autre, on ne peut plus leur soutirer quoi que ce soit, les familles au pays ont déjà reçu plusieurs vidéos où ils se font torturer et n'ont plus d'argent à envoyer aux trafiquants, ils alignent les hommes et les femmes d'un côté et de l'autre, c'est épouvantable, donc je vous préviens, tenez-vous, faut rester assis. On demande aux femmes de masturber les hommes. Si ces hommes réussissent à avoir une érection, on leur coupe la verge et ils se vident de leur sang. Et si les hommes n'ont pas d'érection, ce sont les femmes qui sont violées à mort et qui se font vider de leur sang. Et après, ils demandent aux membres de la prison restante d'aller enterrer leurs frères et leurs sœurs dans des fosses communes. Ça, ce sont des histoires que j'ai recueillies un nombre de fois absolument incroyable. Et quand j'étais sur l'Aquarius, il y avait énormément d'enfants, de gosses d'Érythrée, de Somalie. Ils avaient 16 ans, 17 ans. C'était très impressionnant à voir. Et ils voyageaient tous tout seuls. Et en fait, ils avaient tous perdu un membre, un compagnon de voyage, leur frère, leur oncle. Ils étaient tous partis à 2 ou 3. Et puis l'un d'eux était à chaque fois décédé en Libye. Donc il y a une espèce de loi du silence. D'abord parce qu'il n'y a quasiment pas de journalistes en Libye. C'est des sujets sur lesquels il est quasiment impossible d'enquêter. Puis c'est une violence qui dépasse tellement l'entendement qu'elle ne peut plus être dite. Voilà. C'est une histoire qui est en train de s'écrire, de laquelle nous allons tous être comptables. Et c'est une sorte de tâche aveugle dans l'histoire de l'humanité aujourd'hui. Vous diriez ça comme ça? Ah ouais, et moi je partage ta révolte parce que... Et je ne suis pas du tout militante, enfin je suis cyniquement journaliste, j'ai besoin de faits... Mais les faits sont là, et il se trouve qu'il se passe des choses qui sont absolument abominables en Libye. Souvent, on ne veut pas les voir. Et puis, ce que je sais, alors que je travaille là-dessus, mais avec acharnement, je pense que je sais 1/1000e de ce qui se passe dans ce pays, très honnêtement. Enfin, je ne peux pas avoir la prétention de vous dire je maîtrise ce qui se passe en Libye. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et ce que je sais, c'est déjà inaudible et insupportable. Le fait d'être une journaliste femme, ça vous donne accès à des informations qu'un confrère masculin ne pourrait pas avoir? Je pense qu'en Libye,
Parce qu'attention, il y a plein de Libyens qui sont des êtres fantastiques. Parce que quand on parle de la Libye, on en parle comme d'un enfer. L'enfer, il existe en Libye, mais il y a plein de gens absolument fabuleux. Et parmi ces gens des fabuleux... résistants. Ouais. Et puis des civils qui sont tout simplement pris dans cette situation et qui sont victimes de ces conflits incessants, et de cette situation d'insécurité absolue. Et ce sont des hommes qui m'aident pour la plupart. Et moi, je peux me couvrir en Libye. Moi, je travaille voilée. Enfin, je me planque, pour dire les choses très honnêtement. Je travaille avec des hommes libyens. Ça devient des amis. On appelle ça des fixeurs. Les journalistes, ils font jamais rien tout seuls. Faut pas croire. On travaille toujours avec des fixeurs qui sont des gens du pays, qui connaissent le pays, qui savent flairer les dangers mieux que nous, qui ont des réseaux, qui ont déjà des relations de confiance avec des gens dont ils vont nous faire bénéficier. Sans eux, on ferait strictement rien. Donc sans ces Libyens, je ne ferais rien. Et oui, en tant que femme, j'ai accès à tout en Libye. C'est-à-dire que j'ai accès aux espaces réservés aux femmes. Ce qu'un journaliste homme ne pourrait pas faire. Ouais. Non. C'est encore un pays qui est très conservateur. Et puis, quand je recueille des témoignages, enfin, quand une femme me dit avoir été vendue, violée 50 fois, elle ne peut pas le dire à un homme. Elle ne peut pas le dire à un homme. Et être une femme, il y a cette petite magie qui fait qu'on se comprend, quoi. Même si je vis sur la planète Mars par rapport à tout ce qu'ils peuvent bien traverser. Mais une femme peut dire... enfin, on se comprend. Une femme qui n'a plus rien, on peut se regarder droit dans les yeux et je sais qu'elle a été violée parce que je sais qu'elle n'a plus rien si ce n'est son corps pour pouvoir mettre un pied devant l'autre, avancer dans le désert et ainsi de suite, quoi. Ce qui est stupéfiant dans cette histoire qui est en train de s'écrire, c'est la précarité dans laquelle sont les personnes qui se déplacent comme Hackett, et puis la précarité dans laquelle sont les journalistes aussi, parce qu'il faut voir que les conditions de récolte d'informations et de transmission de ces informations se dégradent et que c'est de plus en plus dangereux et difficile de faire le travail que vous faites, Maureen Mercier. En fait, on en avait parlé au téléphone. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais tout à coup, moi, je suis très mal à l'aise de dire oui, c'est difficile en tant que journaliste. Enfin, surtout, je peux pas, quoi. Ce serait complètement indécent, d'autant plus que moi, je l'ai choisi. Ça m'emplit de bonheur parce que croiser des personnes pareilles, vous y gagnez quelque chose. Même si les histoires sont horribles, Marc, enfin, j'ai pas le droit de me plaindre. Une seule seconde, d'autant plus que la RTS, il faut lui rendre honneur de ce point de vue-là. J'ai pas un salaire à temps plein, évidemment pas, pour faire ce boulot-là, mais j'ai un contrat, je veux dire les choses clairement, je suis payée, j'ai un salaire, un pourcentage de 30% pour couvrir toute la zone Afrique du Nord. Je travaille à 150%, ils le savent, mais ils savent que je suis heureuse là-bas. Mais la plupart des gens, en fait, c'est des freelances. Et moi, je l'ai fait, cet exercice-là, au départ, quand j'ai choisi d'aller de l'autre côté de la Méditerranée. Cet exercice en freelance. Puis c'est vrai que là, il faut essayer de pas trop penser, mais on va en Libye, ça nous coûte cher. Ce qu'il faut payer, évidemment, le fixeur qui prend des risques, qui est généralement une famille, des enfants. Il faut se loger, il faut se trouver une assurance. Il y a des risques de kidnapping qui sont bien présents. Les Libyens sont victimes de kidnapping. Alors quand on a une tête comme la mienne, je vous explique pas. Oui, on se dit qu'il ne faut pas qu'il puisse nous arriver quoi que ce soit. Et après, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de fantasmes. Je le dis parce que c'est peut-être l'occasion aussi, mais on dit beaucoup de mal des médias. Mais moi, ça m'est arrivé de mettre une semaine à essayer de faire un reportage en Libye, de recueillir des témoignages. Et je travaille aussi pour Radio France. Enfin, je me suis aperçue que les gens pensaient que je gagnais 10 000 euros pour ça. En fait, je gagnais pour un reportage qui me mettait parfois une semaine à faire 80 euros. Donc on paye le fixeur, le logement, on se nourrit et ça y est, il ne nous reste plus rien. Donc là, on se dit oui, il ne faut pas que je me fasse kidnapper, il ne faut pas que je me casse un bras, il ne faut pas qu'il m'arrive quoi que ce soit parce que je n'ai pas les moyens de me le payer. Mais encore une fois, ça je le dis uniquement parce que comme ça explique un petit peu qu'il n'y ait pas énormément de journalistes en Libye, d'abord parce qu'on n'a pas les autorisations, que c'est compliqué. Aussi pour ces raisons que je viens d'expliquer, mais je veux pas trop. Mais c'est une balade moi de je santé pense que par c'est rapport à... capital quand même qu'on comprenne bien comment les informations nous parviennent, le coût de ces informations. Je trouve que c'est bien sûr que évidemment quand vous n'avez pas envie de vous comparer à ce que Hackett a vécu, mais en même temps, moi je trouve que c'est très important que ce soit dit. Que là encore, l'Europe, elle a une responsabilité. Et je vais peut-être passer la parole à Thomas Bischoff par rapport à ça. Pour vous, ça a été
insupportable de découvrir ce qui se passait avec les maigres informations qu'on a. Vous avez décidé de vous engager, vous avez contribué à la création de SOS Méditerranée Suisse, qui a contribué en fait à l'Aquarius. Vous nous racontez un peu comment ça s'est passé et puis votre regard sur l'information qu'on transmet, qu'on reçoit. Oui, moi je pense qu'il y a tout plein de monde qui est content qu'il n'y ait pas d'informations qui viennent. Hein. Donc c'est vraiment... Et cette situation de non-information, de vouloir vraiment tourner la tête, c'est ça que je trouve qui est insupportable ici. Et c'est un peu de savoir qu'il y a des gens qui se noient et de ne rien faire ou de ne pas faire suffisamment pour ça. C'était un de mes motifs que de m'engager dans SOS Méditerranée Suisse. Donc là, ça fait maintenant 1 année et demie que nous existons. L'Aquarius, il a navigué pendant 2 ans et demi. Il est à quai depuis l'automne. On va bientôt repartir avec un nouveau bateau. Et pour moi, c'est ces 2 missions qui me semblent essentielles aujourd'hui. Et ça, je crois qu'on ne peut pas le surestimer. C'est d'un côté, évidemment, de sauver des gens de la noyade. Cette année, il y a déjà plus que 300 personnes qui se sont noyées de nouveau dans la Méditerranée, mais de ça, on ne parle pas. Et disons, ça, c'est les 300 qui sont documentés, donc on ne sait pas combien il y aura en plus. Et puis, d'autre part, surtout, de rester témoin de ce qui se passe, de rester témoin justement de cette non-intervention, de ce non-engagement de notre pays, de nos pays voisins, de tout ce qui se fait actuellement qui au moins dans ma vision, frise l'illégalité par rapport au droit international. C'est-à-dire on soutient un non-régime qui est la Libye, donc aussi on peut dire des groupes de bandits. On finance le rapatriement de gens qui essayent de fuir cet enfer que Maureen vient de décrire, qui essayent de le fuir. On finance les gardes-côtes libyennes pour les ramener à la maison. L'année passée, on pense que c'était probablement depuis la Libye 40% ou quelque chose comme ça de ceux qui sont partis, qui ont été rattrapés et ramenés dans des camps de concentration, on peut dire, donc en Libye, et puis qui ont refait une boucle dans ce pays. Tout ça, c'est inacceptable. Et cette non-volonté d'entrer, de s'engager, de se sentir responsable de cette situation des pays européens, ça, je le trouve scandaleux. Et là-dedans, j'inclus aussi la Suisse. Le fait qu'ils n'aient pas eu le courage de donner un pavillon suisse à l'Aquarius, par exemple, ça les arrangeait bien qu'il y avait des petits problèmes administratifs. Mais c'est surtout, on ne voulait surtout pas trouver des ennuis avec les voisins. C'était certainement ça. Vous diriez que l'histoire se répète ? Ah oui. Vous diriez que ce qu'on est en train de vivre ici, c'est quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, que d'autres régimes, ça va dans le même sens. Il y a une attitude d'un égoïsme, d'une lâcheté aussi dans nos pays qui est incroyable. Si on pense financer les gardes-côtes libyennes, ça c'est comme si le gouvernement ouest-allemand avait financé la construction du mur de Berlin. C'est en principe, c'est la même chose. Donc, d'éviter, juste pour ne pas avoir trop d'ennuis, et juste pour regarder un peu. Et là, je pense que l'histoire va nous juger là-dessus. Maureen, ce qui me frappe aussi, c'est que vous disiez, en fait, on fait tout faux. On a fait tout faux depuis le début et on continue à faire tout faux. Oui, parce que les changements de régime, c'est bien beau,
Mais si on ne prévoit pas l'après et qu'on s'en va une fois qu'on s'est débarrassé d'un dictateur, pour des raisons peut-être même un peu plus obscures que celles qu'il nous présente, c'est grave, parce que comment imaginer qu'un pays puisse inventer une démocratie alors qu'il l'a jamais connue, cette démocratie. C'est quoi le sentiment des Libyens? Ah bah ils nous en veulent. Hein. Moi, avant d'être un problème, parce que je serais journaliste, que j'enquêterais, le problème c'est que je parle français, je pourrais être française, mais en tout cas je suis déjà européenne et c'est déjà bien suffisant, quoi. Eux, ils ont en tête qu'on on les a aidés dans un premier temps. C'est comme ça qu'ils voient l'intervention qui a précipité la chute de Kadhafi, mais qu'ensuite, de filer sans les aider à reconstruire le pays, ça, ils nous en veulent terriblement. Ils nous en veulent aussi parce que ils voient bien que les États jouent un petit peu. C'est un pays qui a du pétrole, donc il y a des intérêts. Si je prends l'exemple de la France, elle soutient le gouvernement d'union nationale, que soutient l'ONU, qui a strictement aucune légitimité sur le terrain, et qui n'a aucun contrôle du territoire. C'est vraiment un truc fantoche, quoi, qui fait plaisir à la communauté internationale. Et puis de l'autre, on arme le général Haftar à l'est du pays. Enfin, on a l'impression que si là, on voulait créer les ingrédients pour une nouvelle guerre civile en Libye, on s'y prendrait pas autrement. Donc je pense que factuellement, on fait tout faux. Les Libyens nous le reprochent et ils n'ont pas tort. Et il y a aussi une situation, moi, qui m'a troublée, mais ils ont connu le califat de Daesh, de l'État islamique, qui s'était implanté à Sirte. Ce sont des jeunes qui ont dû déloger ces combattants de l'État islamique, qui étaient vraiment sur la Méditerranée, hein, donc pas loin de nous, finalement. Donc une menace pour nous aussi. Et puis surtout, les gens qui faisaient partie de ce califat de Daesh, il y avait une minorité de Libyens. Le reste, c'était vraiment des gens qui venaient de partout, et notamment des Européens. Et ce sont les jeunes de la ville d'à côté, principalement, qui ont dû mener une guerre pour déloger, pour en finir avec Daesh. Ces jeunes, c'était des étudiants, enfin des gens qui étaient aussi à même que moi de prendre un fusil et de se battre. C'était encore une fois, c'était des enfants. Ils avaient 17 ans, 18 ans. Et puis aujourd'hui, moi, chaque fois, je retourne dans les mêmes endroits pour voir un petit peu l'évolution, pour pas perdre de vue les gens que j'ai rencontrés. Les jeunes que j'ai rencontrés durant la guerre contre Daesh, c'était il y a plus de 2 ans maintenant. Ils vivent dans des maisons qui sont détruites. Ils sont assis dans un salon où il reste 3 murs. Il n'y a pas d'eau, il y a encore des cadavres des combattants de Daesh qui pourrissent dans les rues alentours, donc ça propage des maladies. Et puis quand ils me voient, là, c'est sûr que la première réaction, c'est hey, vous nous avez aidés sur la fin de la guerre en bombardant, et après, encore une fois, vous êtes barrés, pour dire les choses tout à fait clairement, et vous nous avez laissés. Donc il y a une colère qui est... Ils ont très mauvaise réputation maintenant aussi, les Libyens, parce que quand on parle de migration, on parle de tout ce que je viens d'évoquer, sauf qu'encore une fois, c'est une minorité, ce sont des trafiquants qui commettent ça. Ils ont aussi une colère parce qu'on a contribué à faire en sorte que le pays s'écroule. Des stéréotypes maintenant sur une population. Voilà, et ça arrange tout le monde. Et là, je vous rejoins totalement, parce qu'on a envie de penser que les Libyens se comportent mal, ce sont des sauvages qui maltraitent des gens, et en fait, nous, on y est pour rien. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est bien plus compliqué que ça. Aket, vous êtes en train de terminer vos études en Italie. Vous êtes en pleine session d'examen là, dans les mois qui viennent. Après, vous avez envie de faire quoi? Ce que vous avez vécu, ça vous donne envie de faire quoi de votre vie aujourd'hui? Cette question elle est très compliquée. Hein. En même temps, compliquée à répondre, mais très facile pour moi parce que... Alors, ce que j'aimerais faire plus tard, dans un premier temps, je ne sais pas si tout le monde serait d'accord avec moi, mais j'aimerais faire de la politique. Ouais, j'aimerais m'engager à fond dans la politique. Après, d'aucuns diront, ok, tu aimerais faire la politique, mais tu penses que tu pourras changer les choses avec la politique. J'aurai mon mot à dire. Voilà, le plus important, c'est d'avoir son mot à dire et de chercher à changer les choses dans son petit monde, même si on le sait tous, que ce soit la Libye ou autre pays, on le sait très bien qu'il
toutes ces guerres, tous ces conflits sont dirigés par des puissances qui ont des intérêts. Et donc, c'est lui qui essaie de se mettre en face. Voilà, tu es balayé comme une feuille, quoi. Voilà, tu comptes rien, tu n'es rien, tu comptes rien. Et la preuve, on l'a avec la Libye. C'est intéressant parce que moi, je ne suis pas historien, je suis très loin de parler d'histoire, mais l'histoire de l'Afrique, de beaucoup de pays de l'Afrique, je la connais assez. L'histoire s'écrit, moi je dirais que l'histoire s'écrit au présent. On parle l'histoire comme si l'histoire, c'est des milliers d'années. L'histoire s'écrit au présent. Aujourd'hui, l'histoire est en train de s'écrire. Et c'est sûr que demain, chacun aura à répondre pas de ses actes, mais de son aveuglement. Voilà, c'est ça. Parce que je l'ai dit au festival du film international à Berlin durant le film où j'ai été dans le film de Marcus Imhoff, ouais, qui s'appelle Eldorado. Eldorado, oui. Dans lequel vous avez oui, témoigné. J'ai témoigné justement. Je l'ai dit, excusez-moi, je le redis encore une fois de plus, je vais vous choquer, mais je pense que pour avoir un changement, il faudrait un choc. Le choc permet le changement. Comme si on n'arrivait pas à changer sans qu'il y ait une catastrophe. Voilà. Et je suis encore une fois de plus désolé parce que quand je regarde là dans la salle, je regarde la tranche d'âge. Les personnes de mon âge, elles sont très peu. J'aurais voulu voir des personnes de mon âge pleines dans ces salles. Aket a 26 ans. Ouais. 26 ans ou peut-être celui qui a 20 ans, je sais pas, mais des jeunes d'âge, pas les jeunes d'esprit comme vous, hein, mais des jeunes d'âge présents dans la salle, justement parce que cette question, je pense qu'elle touche, c'est bien sûr tout le monde, mais en premier les jeunes, parce que c'est nous qui sommes appelés demain à diriger le monde. Et on devait être au courant, informé de ce qui se passe. Je pense aussi qu'il y a une hypocrisie générale. Je m'explique. On est tous les premiers à dénoncer, à dire que voilà, ça ne va pas, ça ne va pas, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais chacun de nous, dans son petit, qu'est-ce qu'il fait? C'est une question provocatoire, je le sais très bien, mais je la fais quand même. Hein. Chacun de nous, dans son petit. Qu'est-ce qu'il fait? On est les premiers à dire, voilà, c'est compliqué, mais c'est sûr que si un immigré vient sonner à notre porte, qui demande à être hébergé juste pour une nuit, je ne sais pas, mais combien seront prêts à l'accueillir? Voilà, il faudra avoir le courage souvent de dire les choses telles qu'elles sont, même si c'est cruel, même si c'est difficile à accepter, mais il faudra avoir la force, le courage de le dire. Moi, j'ai été hébergé par une famille italienne. Hein. Par des familles, j'ai pas compris. J'ai été hébergé par une famille italienne, une famille que je ne finirai pas de remercier, même pas parce qu'ils m'ont sauvé la vie, parce que je pense que chacun a son histoire et l'histoire de chacun est originale par rapport à lui-même. Mais je pense que tout un chacun doit mettre la main à la pâte et contribuer à ce changement. La Libye aujourd'hui, la tyrannie et l'anarchie qui règne en Libye, l'Europe est responsable. En premier, la France. L'Europe est responsable en premier, la France. Et aujourd'hui, on a tous l'impression que, comme Corinne l'a dit, les Libyens sont barbares, les Libyens sont ceci, sont cela. Je ne suis pas ami des Libyens, très loin de ça. Je connais des Libyens, je n'ai pas de problème avec eux. Je vis avec les Européens, je n'ai pas non plus de problème avec les Européens. Mais moi, je pense que chacun doit assumer ses responsabilités et faire quelque chose. Voilà. Et il faudrait changer la mentalité. Et, il faudrait arrêter d'être hypocrite. Il faudrait, quand on rencontre une personne différente dans la rue, il faudrait avoir le courage de le regarder comme une personne, mais pas de travers et penser des choses. Voilà, il faut être vrai dans tout ce qu'on fait. Je pense qu'ainsi le monde se portera mieux. Vous êtes en contact avec des jeunes
de Côte d'Ivoire ou d'ailleurs en Afrique qui envisagent d'émigrer ou de faire ce voyage, et qu'est-ce que vous leur dites? Heureusement, jusqu'à présent, aucune de mes connaissances n'a osé faire ce trajet. Je suis très heureux. J'ai ma petite manière à moi de décourager ou de faire comprendre aux autres personnes restées là en Côte d'Ivoire que l'Europe n'est pas le paradis, n'est pas l'Eldorado qu'on voit à la télévision, quoi. Vous le referiez, ce trajet? Oui, je le referai. Malgré ce que vous avez vécu? Avec plaisir, mais pas avec les mêmes intentions. Ah, je le referai. Ah, ça, c'est sûr. Ah, ouais. Mais sûrement avec d'autres objectifs. Parce que, justement, très souvent, je le disais hier à Lucienne, à Corinne, très souvent, j'ai un peu un regard différent par rapport à ce qui se passe. Je l'ai vécu, mais très souvent, j'ai un peu de recul. Je le regarde un peu comme quelqu'un qui doit contribuer au changement, pas quelqu'un qui doit se sauver de la masse. Ça vous fait quoi, ce que vous voyez aux infos en Italie? Ça me rend fou rageux, quoi. Parce que mais je me dis, mais purée, mais on peut changer les choses, il suffit seulement d'une petite volonté politique. Ça ne coûte rien du tout. Mais franchement, ça ne coûte rien du tout, quoi. Que les gens soient un tout petit peu humains pour que ce problème soit résolu, quoi. Mais franchement, on fait des débats, des discours, mais il faudrait que les politiciens disent simplement, on met nos intérêts de côté, on parle personne humaine, souffrance, et ça change du jour au lendemain. Mais franchement. Maureen, vous qui parlez avec les Libyens, qu'est-ce qu'ils attendraient aujourd'hui de la communauté internationale? Ils attendraient que les gens tirent à la même corde pour que le pays puisse retrouver une stabilité. Souvent, ils me le disent, et ça leur fait mal de le dire, parce qu'ils sont contre les ingérences, mais là, le pays compte tellement d'armes. Il y a au moins 3 armes par habitant. Il y en a sans doute bien plus. Qu'ils se disent la chose suivante, avant de penser élection, comme c'est le fantasme de la communauté internationale aujourd'hui, il faut absolument désarmer, il faut sécuriser le pays. Parce que si on fait des élections, ça va être une poudrière. Au nom de quoi les personnes qui aujourd'hui ont le pouvoir, les différentes milices, s'inclineraient devant un résultat électoral. C'est être naïf de penser que ça pourrait bien se passer. Donc ils cherchent la stabilité, ils cherchent la paix. Sincèrement, les Libyens ne cherchent que ça, la stabilité et la paix. Si je peux juste... Oui, bien sûr, mais... En t'entendant t'exprimer et dire que tu referais le voyage, je pense que moi, c'est quelque chose que j'ai appris et c'est aussi un cadeau qui m'a été fait en interrogeant toutes ces personnes. On se demande souvent pourquoi... je devais vous dire là maintenant, mais il est fou. Il est fou. Il nous explique par A plus B qu'il ne faut pas le faire et là, il dit je le referai. En fait, ces gens, ils ont un sens de la famille. Et puis ça, ils le disent rarement parce que c'est élémentaire pour eux. Et nous, on ne l'a pas forcément, en tout cas pas comme eux. C'est perdre toute sa dignité, souvent pour eux, que d'avoir le devoir d'essayer de trouver son chemin en Europe ou avant l'Europe pour essayer d'envoyer de l'argent à la famille. Si on ne fait pas ça, on n'est pas digne de vivre. Et donc ces gens, en fait, sont des aventuriers qui ont des obligations sur le dos. Et c'est pour ça, pas par naïveté, qu'ils essaient de se rendre là où possiblement ils vont pouvoir aider leur famille. C'est encore très, 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 très ancré sur le continent. Et donc c'est un enfer quand ils sont enlevés et qu'en plus on demande des rançons à leur famille. C'est une double torture, parce qu'ils n'étaient pas là pour ça, en fait. Ils devaient ramener de l'argent au pays et voilà qu'ils se transforment en poids. C'est aussi pour ça que les femmes ne peuvent pas dire « tiens, j'ai été violée, maintenant j'ai 2 enfants sur les bras. Moi qui devais vous ramener de l'argent, je ne pourrais pas le faire. » Donc du coup, les histoires, parfois les liens se cassent et les histoires ne se disent pas aussi pour ça, parce qu'il y a la honte, mais il y a aussi le fait qu'on va se transformer en poids alors qu'on était censé être une aide. Mais il faut me contredire si je dis une bêtise, mais si ces gens-là font le voyage, c'est pour essayer d'aider leur famille. Ouais. Et j'aimerais juste, de manière personnelle, le fait de vouloir refaire le voyage, c'est
c'est juste le refaire, le revivre d'une manière différente et contribuer au changement, justement. Maintenant, de manière précise, qu'est-ce que je ferais? Je ne sais pas. Mais s'il y avait la possibilité de refaire le voyage, je le ferais, mais pas dans le sens de l'aventure, mais dans le sens en griffe, comme journaliste, je ne sais pas, mais fait pour apporter un changement. Voilà, juste ça. Mais justement, ce qu'elle dit, c'est très vrai. Presque 100% de ces personnes, presque, justement, quand elles sont prises vraiment en otage et que la famille doit contribuer, ça devient vraiment une charge. Ouais, ça, c'est vrai. Vous en avez connu à qui c'est arrivé? Personnellement, de manière directe, non. Mais j'ai eu des témoignages, des gens que je ne connaissais pas, mais qui en ont parlé. Mais des personnes que je connaissais de manière directe, non. Mais des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont raconté cette histoire, oui. Et c'est vrai, ça a existé parce que je l'ai vu. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu. Moi, ce que j'ai vécu, j'ai été battu par des jeunes Libyens en Libye parce que 2 jeunes Libyens ont essayé de m'agresser avec un couteau. Je me suis défendu naturellement. Et là, du coup, je ne sais pas où les autres sont arrivés, ils m'ont battu, voilà. Mais c'est vrai, des personnes, quand j'étais là, j'ai entendu, j'ai vu des personnes emprisonnées demander une rançon que les familles payent justement pour être libérées. C'est vrai, je confirme. Et en Libye, là, les résistants, ils sont où? Ça se manifeste comment? Parce que je trouve important qu'on casse un peu aussi ces stéréotypes. Comme dans tous les pays en conflit, il y a les salauds et puis il y a les héros, et ils sont où? Puis il y a des héros garde-côtes, ouais. Alors qu'on essaie de tout leur mettre sur le dos. Moi, je vais les voir chaque fois à Tripoli, donc j'ai des relations de confiance. Les bateaux européens qu'on leur promet n'arrivent jamais. Franchement, je pense que c'est une bonne chose. Eux n'ont pas de bateau ou à peu près pour pouvoir patrouiller. Et l'Europe leur a véritablement, l'Italie en premier lieu, délégué la responsabilité de s'occuper des gens qui pourraient bien trouver sur un malentendu sur des embarcations en perdition en Méditerranée. Donc la plupart des embarcations ne seront jamais récupérées par les gardes-côtes. Enfin, la plupart des embarcations sombrent. Maintenant, il n'y a plus personne pour les voir. Donc quand on parle de 300 morts en Méditerranée, enfin, si ça se trouve, on peut faire fois 200. On n'en sait rien. Moi, je reçois sur mon téléphone, parce que mon numéro a été changé, je reçois des messages, des candidats à l'émigration. Enfin, en faisant j'ai laissé mon numéro ou mon Facebook à des gens qui m'ont livré leurs témoignages, et puis eux ont des frères qui sont coincés en Libye, ou des sœurs qui sont coincées en Libye, et donc ils se disent si Maureen peut essayer de faire quelque chose, voilà, on les met en contact. Et je reçois régulièrement, une fois par semaine, des messages qui me disent on ne sait pas où on est, mais il paraît que demain on va prendre le bateau. Donc des gens qui sont dans des états, enfin ils ont été tabassés, violés, encore une fois. Et ils savent très bien qu'ils vont être jetés à la mer. On leur a dit demain soir. Et puis après, moi, j'ai plus de nouvelles. Et si ça se trouve, ils sont morts. Et si ça se trouve, ils font pas partie de ces 300. Et ça m'arrive vraiment suffisamment régulièrement pour que moi-même, qui suis incapable de faire la moindre stat, je suis absolument sûre qu'il y en a bien plus que ça. Pour en revenir aux gardes-côtes, oui, ils ont pour mission de ramener les gens lorsqu'ils en trouvent dans ces camps. Ces camps, j'ai interrogé Hassan Salamé, qui est monsieur ONU chargé de sauver la Libye en ce moment, pour dire les choses de manière un petit peu explicite. C'est un type qui est absolument formidable, il est très conscient des enjeux. Et puis, il me disait la chose suivante, les Européens, vous avez tout le temps envie de penser que les camps, les images que vous voyez des tournées en Libye dans ces camps de détention de migrants, vous voyez la majorité des gens. Ça, c'est 2% de la population migrante en Libye. Et le 98% restant, c'est des gens qui sont dans des états de vulnérabilité bien supérieurs. Donc ce que vous voyez comme image, c'est déjà insoutenable. Mais ça, c'est l'hôtel 5 étoiles à l'échelle libyenne. Le reste, ce sont des gens qui sont dans cette nature libyenne, prêts à être kidnappés et torturés, etc., etc. Et puis pour en revenir aux héros, donc ces gardes-côtes, j'en ai rencontré. Je rencontre évidemment pas, parce que j'y ai pas accès, les salopards qui sont très certainement de mèche avec les trafiquants. Il y en a indéniablement.
Et puis il y a aussi des gens qui sont dont le courage force l'admiration. Un jour, il faut prendre le temps, hein, encore une fois, pour faire du reportage en Libye. Je vais voir les gardes-côtes et puis, l'un d'eux veut bien me dire tout le mal qu'il pense du comportement européen. Pour la énième fois, j'enregistre ses propos pour la énième fois. Ça devient une sorte de rituel entre nous. Et puis à côté de lui, je vois un de ses collègues qui, lui, part régulièrement en mer, qui était avachi sur une chaise, fatigué, et il dit rien. Les heures passent, et je vois bien qu'il avait des choses à dire. Et que l'autre monopolisait un peu le crachoir. Et j'essaie d'établir un peu une relation, on commence à parler, ils voient que je prends le temps, donc pour eux c'est précieux aussi. Puis le fait d'être une femme, ils comprennent pas ce qu'une femme fait en Libye, donc c'est vraiment qu'on s'intéresse à eux. Et donc là, il me dit, mais alors comme s'il me disait quelque chose de tout à fait banal, il me disait, mais arrêtez de penser qu'on est des sales bêtes et qu'on se comporte mal. Mon fils a été arrêté 2 fois par les milices. En fait, les milices du quartier qui trafiquent les êtres humains ne veulent pas voir des gardes-côtes faire leur boulot en Méditerranée, parce que c'est leur business. Et donc, cet homme a vu 2 fois son fils kidnappé, torturé. Il s'est fait traîner derrière une voiture liée à une corde, brûlé sur du macadam. Il s'est fait planter une balle dans le tibia. Et puis le mot d'ordre, c'était « dis à ton père d'arrêter de faire son boulot ». Et à 2 reprises. Donc. Et je peux vous assurer que c'est vrai, parce que pour essayer de faire mon boulot jusqu'au bout, et parce qu'on ne sait jamais, c'est assez désagréable en plus de demander ça à quelqu'un qui nous raconte ça, parce que c'est pas qu'on remet sa parole, qu'on met ses mots en doute, mais enfin bon, on est obligé d'aller vérifier. J'ai rencontré ce gamin qui venait de passer son bac et qui pouvait plus sortir de chez lui. Parce que sortir de chez lui, c'est être potentiellement kidnappé par les milices. Donc il y a des héros, quoi. Il y a même des gens qui ont envie d'un État, et il n'y a pas d'État, de structure, mais ils se battent contre des mafias, tout simplement. Donc c'est une bataille perdue. Comme il faut qu'on laisse la salle à 17h, je ne sais pas si vous avez envie de poser des questions à nos intervenants. Oui, je viens avec le micro. Comme ça, tout le monde vous entend. Oui, alors en fait, moi, c'est une question que je me pose plus globale. On a la Libye avec ces États où c'est des bandes de mafiosos, comme on disait, qui font du trafic. Il y a d'autres zones comme au Sinaï, c'est aussi connu, où c'est exactement le même type de trafic. Alors, on voit la situation, on a des gens comme vous, très courageux, qui nous donnent des informations, mais qu'est-ce qu'au niveau international, légal, est possible de faire? Parce que finalement, je ne parle pas d'ouverture de frontières, mais même sur place pour éradiquer la chose. Quels sont les droits de l'ONU? Parce que l'esclavage est interdit, évidemment, le trafic d'êtres humains est interdit, mais on se retrouve face à des réseaux mafieux. Donc, comment agir, en fait? Où est notre responsabilité? Merci. Je ne sais pas si Thomas Bischoff veut répondre. Vous qui, voilà, avec SOS Méditerranée, vous battez pour que les lois qui existent soient appliquées, au moins sur la mer. J'ose pas m'avancer dans la politique internationale dans ce sens-là. Ce qui est clair, c'est déjà au moins que... mon avis, c'est que nous, les pays européens au moins, qu'on essaye d'agir selon cette grande tradition humaniste, humanitaire que nous avons et que nous respectons nous-mêmes ces règles. Et je pense que ça serait un premier pas. C'est-à-dire que nous, on respecte les conventions que nous avons signées, les conventions des droits de l'homme, le droit de la mer, la convention des Nations Unies du droit de la mer, par exemple, qui dit clairement qu'il faut sauver les gens qui sont en détresse. Des choses simples comme ça, mais au moins que nous osons, et là... Je pense qu'il y a un problème actuellement en Europe, c'est que nos gouvernements osent au moins clairement s'afficher avec ces convictions. Et puis ils ont ce problème avec tout le côté populiste qu'il y a partout maintenant. Mais je crois que ça serait le premier pas. Et puis après, dans ce sens-là,
de aussi interagir avec les autres pays comme la Libye de cette manière. Donc là, je reviens sur l'histoire avec les subventions pour les gardes-côtes libyennes. Disons, c'est une manière de sauver plus de monde, mais à ce moment-là, il faut aussi garantir derrière toute une infrastructure qui permet que ces rescapés soient traités humainement, dignement et tout ça, et surveiller cette étape-là, et ne pas juste le balayer sous le tapis, et puis c'est réglé. Je pense que ça, c'est une première modeste contribution que l'Europe pourrait faire. J'attire votre attention sur le fait que là, le 31 mars va être terminée officiellement l'opération Sophia, qui mettait encore quelques bateaux militaires européens dans la Méditerranéenne, que pour première mission, supprimer le trafic, donc agir contre les trafiquants, ça c'était la première mission, mais quand même en même temps aussi sauver quelques personnes. Cette opération est arrêtée parce que les États européens n'arrivent même pas, pour ces quelques réfugiés, puis il ne s'agit plus de grand monde actuellement, pour ces quelques réfugiés de se mettre d'accord sur une clé de répartition, de savoir où vont ces gens. Pour ça, c'est arrêté. Donc là, il y a un problème de notre grande tradition humanitaire. Et surtout, il y a un problème d'information, parce qu'il s'agit vraiment d'un pourcentage ridicule. Quand on voit ce que les pays africains font, l'effort qu'ils font d'accueil par rapport à ce que l'Europe et surtout le sud de l'Europe fait, c'est vraiment grotesque. Aket, vous vouliez intervenir? Moi, pour répondre à cette question, je réponds d'abord dans un premier temps en disant qu'il y a beaucoup à faire. Il faut éloigner le micro. Pardon, voilà, comme ça va, on entend bien. Il y a beaucoup à faire. Dans un premier temps, si on décide d'aller en guerre, okay, et là je parle en pointant du doigt la France, okay, si on décide d'aller en guerre, justement, de soi-disant sauver le peuple libyen d'un soi-disant tyran Kadhafi, et justement on compte libérer la Libye, alors quand justement on a atteint ces objectifs, c'est celui que Kadhafi n'est plus, il faut penser à l'après-Kadhafi. Voilà, et c'est ce que l'Europe et la France n'ont pas fait. Ce qui est tragique, c'est que ça se répète, l'histoire se répète éternellement. Voilà. Et donc, les ingérences conduisent à d'autres catastrophes. On rentre chez soi tranquille, parce que justement la Libye c'est loin de chez moi, donc ce qui se passe je ne vois pas, je ne vais pas, donc je suis tranquille. Ça c'est dans un premier temps. Dans un second temps, rester sur place signifie justement créer des ponts, permettre à l'ONU d'avoir des casques bleus sur place, former une armée, une organisation africaine sur place, qui justement qui est sur la Libye sur place, qui justement contrôle et évite que ces choses arrivent. Voilà, il y en a plein à faire. Justement, parlant de responsabilité, j'ai parlé de la responsabilité européenne. Et j'ai justement oublié de parler de la responsabilité africaine, mais l'Afrique a une très grosse responsabilité dans cette histoire, mais une très grosse responsabilité qui me rend encore doublement révolté, parce qu'on a l'impression que l'Afrique n'y fait rien, quoi. Voilà, les dirigeants africains, on ne les entend pas, on ne sait pas ce qu'ils font. Voilà, plein de jeunes africains partent des pays africains, plein de jeunes africains partent des pays africains. Aucune ambassade, aucun dirigeant, mais personne ne parle. Voilà, donc les responsabilités sont partagées maintenant. Ce qu'il y a fait, il y en a plein à faire, mais plein de choses à faire, mais plein. Mais à Mago, à Gogo, il y en a plein. Il suffit seulement d'avoir une petite volonté. Voilà, c'est tout, il y en a plein à faire. Mais vous êtes, Maureen, vous êtes optimiste, vous avez l'impression que vous avez le sentiment que quelque chose va se passer, vous avez l'impression que ça va pourrir et que cette situation va perdurer? Optimiste? Oui, non, pas du tout. Non, franchement, pas.
pas parce que je vois les faits, je vois bien que l'Europe, elle a vraiment comme politique d'essayer de déléguer à l'Afrique du Nord cette responsabilité de s'occuper de ce flux. Je le vois en Tunisie. L'Europe fait une pression absolument colossale sur la Tunisie pour que la Tunisie prenne soin des migrants. Il se trouve qu'en Tunisie, le statut de réfugié n'existe pas. Donc ça pose problème quand même pour plein de gens qui devraient pouvoir bénéficier de ce statut. Il n'existe pas en Tunisie. Donc non, moi je m'inquiète aussi pour l'Algérie. Enfin, je lui souhaite que le meilleur, mais enfin c'est quand même un monstre. C'est quasiment un continent dans un continent. C'est aussi une voie migratoire. Je vois ce qui se passe dans le sud tunisien, même si on peut parler de démocratie, il y a des trafics qui prennent de l'ampleur. Il ne faut pas forcément qu'un pays s'effondre pour que les mafieux poursuivent leur business. Donc c'est très inquiétant, c'est très inquiétant. Après, moi, je pense qu'il faut être là où je veux être positive, c'est que je pense qu'il faut que l'information passe. Il faut, enfin moi, sinon je ferais déjà plus ce métier, mais je me dis bon ben voilà. Et il faut que des jeunes comme Aked prennent le pouvoir, effectivement. Et je pense que c'est une belle manière. Non, mais vous disiez j'aimerais faire de la politique, et ça fait plaisir d'entendre ça. Hein. On compte sur vous. Justement, j'aimerais juste dire, excusez-moi, juste une dernière chose, ce qui concerne la question. Par exemple, il ne faut pas laisser l'Italie toute seule accueillir les immigrés, ok? Il faut aider l'Italie, sinon on serait tous surpris de voir qu'aujourd'hui l'extrême droite italienne prenne de l'ampleur. Et donc voilà, il faut que l'Europe fonctionne, en fait. Bien sûr, on a parlé d'Europe. Eh bien, l'Europe, il faut qu'elle fonctionne. Voilà. Je voulais. Monsieur. J'aimerais ici exprimer un point de vue local. Je voulais d'abord vous féliciter pour ce que vous faites, votre combat, militant ou pas. Moi, personnellement, je suis enseignant et on a essayé d'organiser au niveau des écoles genevoises, secondaire 2, des rencontres autour des SOS Méditerranée. C'était pour les journées de la mémoire. Malheureusement, pour des circonstances qui tiennent au DIP, ils ont tout annulé. Donc j'ai rien pu faire, rien organisé. Après j'ai eu des problèmes de santé, donc j'ai pas pu me battre mais il y a eu un manque de courage crasse de nos autorités. Moi je suis enseignant, j'ai un mandat de civisme. Je voulais quand même ici témoigner. Si vous pouvez venir à l'école chez nous, alors bienvenue. Moi je suis à l'école professionnelle. Je vous invite, j'ai invité Amnesty International, c'était quoi l'année dernière, c'était pour la Syrie. Auparavant, on m'avait déjà censuré parce que je voulais organiser une banale soirée sur la Syrie c'était lors du siège d'Alep. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais disons qu'au niveau local, on a des problèmes en interne. Voilà, quoi. Je veux dire, je ne sais pas si quelqu'un m'écoute des DIP. Moi, je suis enseignant, fonctionnaire. Et je suis aussi membre de Stop Exclusion, ça, c'est mon côté militant. Mais c'était aussi pour que les élèves, parce que là, monsieur a parlé justement, moi, je lui rends honneur, à Aked Temende, combattant de la liberté. Moi, on a des élèves, justement, il parlait des jeunes. Ben, on voulait justement qu'à SOS Méditerranée, on avait des possibilités de duplex avec Marseille. Puis finalement, on n'a rien pu faire parce qu'on nous a clairement dit, mes supérieurs m'ont clairement dit, bah niet, tu fais rien parce qu'on annule tout. Et ça, je peux vous dire que c'est désespérant. Alors, si l'année prochaine, ils font quelque chose, si vous pouviez venir, c'est génial. Moi, je suis en contact avec Caroline Saada, qui était aussi au Festival des droits humains. Mais je trouve assez désespérant. J'ai envie moi-même de prendre une année sabbatique pour aller aider les réfugiés à Lampedusa, mais ça, c'est personnel. C'est déjà bien que vous fassiez de l'information en classe et que voilà. On fait déjà l'information, mais lorsqu'on veut faire des choses lors des journées de la mémoire importantes, on ne peut pas. Voilà, donc je sais, non, essayez pas d'éluder ce que je dis, parce que je trouve que c'est quand même relativement important, c'est au niveau local, et ça concerne les élèves. Voilà, je sais, non, merci. Vous faites votre boulot très bien, hein, mais je veux juste... Merci beaucoup. Monsieur ? Merci. Oui, alors, bravo pour votre engagement. Je trouve que notamment votre travail de journaliste mériterait d'être beaucoup plus favorisé. Le problème des médias, le rôle des journalistes est tellement fondamental dans les deux sens. S'il y a autant de populistes, c'est qu'on en parle beaucoup. S'il y a malheureusement autant de silence sur la Libye ou autres problèmes de la Méditerranée, c'est qu'on n'en parle pas suffisamment parce qu'il n'y a pas de voix qui s'élève là-dessus. Vous êtes un peu trop solitaire. Ouais, et là, il y a vraiment un problème, je crois, des médias. Et puis bravo à Aked par rapport à votre volonté de
d'engagement politique. Comme mon ami Damien, nous sommes effectivement membres de la coordination Stop Exclusion et contre la xénophobie. Ce sont des mouvements effectivement qui durent depuis très longtemps. Et il est vrai que la relève est très difficile. Et c'est la seule solution, effectivement, pour qu'il n'y ait plus de Salvini en Italie, de Erdogan en Turquie, etc., etc., eh bien, c'est effectivement que les jeunes s'engagent dans la politique, dans le bon sens du terme, évidemment. Je ne fais pas de propagande pour un parti spécifiquement, mais on voit bien dans quel bord il faut effectivement s'engager. Bravo, en tout cas, pour votre travail à tous les trois. Et puis, j'espère effectivement que ce type de débat peut se renouveler, effectivement, avec l'aide notamment des autorités et du département de l'instruction publique. Merci. Merci beaucoup. Moi, je vais peut-être laisser Maureen vous répondre, notamment sur la précarité des journalistes, le fait qu'il y ait de moins en moins d'informations, puis aussi le rôle des réseaux sociaux dans la dispensation de ces informations, parce que ça a beaucoup changé. On n'est plus sous l'abri d'une grosse rédaction comme c'était le cas autrefois quand on est reporter de guerre. Vous êtes beaucoup à être freelance, vous êtes seul, et puis vous devez utiliser énormément ces nouveaux canaux de diffusion. Oui, ce qui est plutôt pas mal, parce que ça permet d'élargir un peu l'auditoire. Et moi, ce qui me réconforte aussi beaucoup, c'est que parfois, évidemment que je parle aux Suisses, parce que quand je fais un reportage pour la RTS, je parle d'abord aux auditeurs suisses, mais j'ai toujours en tête que peut-être que les témoignages vont ensuite pouvoir circuler via les réseaux sociaux, là où il y a des candidats potentiellement au voyage, de manière à les tenir informés. Enfin, c'est une boîte à outils que j'essaie de leur constituer à ma petite échelle. Donc les réseaux sociaux, c'est plutôt précieux à mon sens. Faut pas en faire n'importe quoi, mais ça peut être un outil absolument génial. C'est sûr qu'il y a un côté frustrant. On se dit que le peu de personnes qui peuvent aller en Libye, il faudrait que les reportages soient d'autant plus accessibles, passent de main en main. Mais moi, il y a aussi quelque chose que j'observe, c'est que je le vois avec ma rédaction qui est bienveillante. Je peux pas les inonder de propositions de sujets sur la migration parce qu'on a tous ce réflexe hyper humain. C'est qu'on se sent tous démunis face à ça et à un moment donné, on veut fermer les yeux. On ne peut plus entendre des histoires tristes comme ça au petit déjeuner. Enfin, moi, je fais avaler aux éditeurs suisses romands des trucs... à 7h15 le matin, ça ne met pas en jambes. Et pourtant, quand on entend des gens raconter leur histoire comme Hackett, et c'est pas plus des chiffres, c'est ça surtout qui est important, c'est de faire du journalisme où on raconte des histoires. Moi, je sais que vous avez aussi eu le mal de mer quand vous avez fait des reportages sur l'Aquarius. Il nous a raconté son voyage en Méditerranée avec le mal de mer. On imagine ces femmes enceintes aussi. L'état, je ne sais pas comment étaient vos compagnons de voyage, mais c'est vrai que c'est épouvantable. On voit aussi, quand on voit ces images de l'Aquarius qui en fait est dans des vagues de 6 mètres, on se rend compte à quel point sauver quelqu'un qui est sur un canot en mer, c'est pas juste s'en approcher et venez monter à bord, c'est pas du tout ça, c'est dangereux pour tout le monde, c'est monstrueux ce qui se passe en Méditerranée. Justement, à propos de cela, moi j'aimerais dire bravo à Corinne, mais franchement un grand bravo. Maureen, pardon. Un grand bravo à Maureen parce qu'elle fait un travail très, très noble. Et justement, hier, on en parlait justement, fait du journaliste, ce n'est pas seulement écrire, mais c'est aussi vivre les émotions de la personne qui est en face de nous, savoir ce qu'elle vit, et justement ça aide plus à raconter les histoires et à écrire l'histoire. Justement, c'est ça. La vraie histoire, dans la grande histoire, celle des individus, c'est bien ça. Des personnalités. Ouais. Justement. Et mes compagnons de voyage, j'ai eu aussi des femmes enceintes qui étaient sur le même bateau que moi. Et c'est terrible, c'est vraiment terrible. Mais je vous dis seulement qu'en 2 jours, 1 jour et demi, voire 2 jours, on avait seulement que quelques bouteilles d'eau sur le bateau. Et pourquoi? Parce que plus il y a de l'eau sur le bateau, plus le bateau pèse et moins ils peuvent amasser des personnes. Donc il faudrait mettre moins d'eau, moins de choses à disposition de ces personnes-là pour avoir plus de personnes sur le bateau. Comprenez en fait le cynisme. Enfin, le degré d'animalité de l'être humain, quoi. Voilà, en fait, c'est terrible. Enfin, il faut être là pour comprendre, pour vivre. On raconte, c'est vrai, mais il faut être là présent, quoi. Justement, pas présent pour vivre, mais présent pour voir. Et c'est voir à une nu, quoi, et savoir vraiment de quoi il est question.
Et c'est pour ça que c'est vrai que les reportages de Maureen, ils sont exceptionnels pour ça, parce qu'elle nous raconte aussi ces histoires-là qu'on ne voit pas et qui sont la vraie vie derrière les chiffres qu'on nous balance à longueur de news. Merci beaucoup. J'ai été très touchée par vos témoignages. Moi, j'ai une question parce qu'il y a quelque temps en arrière, j'ai été contactée via des réseaux collègues qui m'ont demandé de signer une pétition qui s'appelait l'affaire du siècle, qui était une tentative de mettre en cause le gouvernement français pour inaction face au climat. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a eu des tentatives, ce que vous connaissez, s'il y a eu des tentatives d'un point de vue européen de la part de la société civile qui aurait tenté de mettre en cause l'inaction ou la non-application des règles, je dirais, humanitaires ou concernant la migration au niveau européen. Au niveau européen, je connaîrais, mais il y a eu cette plainte contre Salvini pour le dernier débarquement. Là, c'était un bateau des gardes-côtes à Catane qui est resté dans le port assez longtemps avant que les gens pouvaient débarquer. Et puis là, il y a eu une plainte qui vient d'être classée il y a une semaine à peu près. Donc, certainement, il y a des gens qui essayent ce genre d'action, mais au niveau européen, actuellement, il n'y a rien. Non. Mais c'est un levier, le droit, finalement, d'utiliser le droit aujourd'hui comme citoyen. Oui, bonjour. Elle a été classée, mais il faut recommencer. Reformuler des plaintes. Oui, bonjour. Moi, j'ai une petite question un petit peu polémique, on va dire, pour revenir un peu sur la question panafricaniste, puisqu'on a vu que, justement, l'Europe empêchait, ces derniers temps, on l'a vu avec notamment le très polémique Kémy Séba, que, justement, l'Europe empêchait cette organisation africaine, en fait, d'avoir sa propre destinée, comme on dit. Qu'est-ce que vous pensez un peu de la question panafricaniste, surtout Monsieur Aguette? Je ris parce que je souris parce que je comprends très bien ce qu'il est en train de dire. Je le comprends très très bien. Là, c'est un débat très chaud en Afrique, très chaud en Afrique, parce que là, justement, Kémy Séba, il a été expulsé de mon pays, de la Côte d'Ivoire, juste la semaine dernière, justement parce qu'il il essaie de permettre aux jeunes Africains, même si beaucoup déjà le savent, mais il est un peu comme une sorte de réveil pour la jeunesse africaine aujourd'hui, notamment en Afrique de l'Ouest. Et moi, je pense que le bien, je dis simplement ça et je n'ajoute rien, le bien que l'Europe pourrait faire à l'Afrique, mais franchement, le bien que l'Europe pourrait faire à l'Afrique, c'est de laisser l'Afrique grandir tout seul. Mais franchement, grandir tout seul. On n'a pas besoin d'aide. Mais franchement, on n'a pas besoin d'aide. On n'a pas besoin de ce paternalisme européen qui pense qu'on est des grands enfants qu'il faut tenir par la main tout le temps. Il nous dit ce qu'on doit faire, quoi. Mais après, moi, je comprends l'Europe. Elle a totalement raison. Parce qu'on a, lorsqu'on a des personnes sans ambition politique ou sans ambition pour le peuple, mais seulement que les ambitions personnelles des marionnettes qui sont au pouvoir en Afrique, c'est aussi normal et clair que l'Europe traite l'Afrique ainsi. Mais quand je parle d'Europe, je ne parle pas du peuple européen, je parle du gouvernement européen. Il faudrait que les choses soient claires. Et donc voilà, qu'on laisse l'Afrique tranquille, quoi. Voilà. Aguette, merci beaucoup. Vous êtes, je pense que l'Afrique peut être fière de vous et nous, on vous souhaite le meilleur, que vous réussissiez vos examens, que vous puissiez faire de la politique et moi, je voterai pour vous si l'occasion m'en est donnée. Merci aussi à ma jeune collègue Maureen Mercier. Vous n'imaginez même pas comme nous l'admirons et voilà, s'il y a une chose qu'on peut faire aussi, c'est soutenir les journalistes, se battre pour le ouais, Moi, je pourrais rien faire sans des gens qui témoignent. Oui, Mais, ouais. mais ils ne pourraient pas témoigner sans vous, donc voilà.
voilà, C'est vrai. c'est une histoire humaine entre vous, Hackett et vous, Maureen, et elle résume un peu voilà, notre histoire qui est en train de s'écrire. Le combat, il est commun. Et puis, juste pour pas... parce que ça peut être très plombant comme ça, très triste, tout ça. Moi, je suis une personne hypersensible. Je vous ai raconté des histoires épouvantables. Mais moi, de côtoyer ces problèmes-là et surtout ces gens-là, c'est un cadeau, je pèse mes mots. C'est des gens qui m'ont rappelé ce que c'est que l'esprit de famille, qu'on peut avoir tendance à oublier quand on est suisse, comme moi. Donc c'est un véritable cadeau, réellement. Et puis ils m'ont appris le courage aussi. Donc, je suis plus heureuse avant qu'après. Donc je pense que c'est tous un petit peu ce qu'on peut se dire, quoi. On gagne tous à se tendre la main, vraiment. Merci beaucoup, Maureen. Bravo, continuez. Et puis merci au médecin humaniste, qui est Thomas Bischoff, qui avait dit « Ne comptez pas sur moi pour prendre la présidence des SOS Méditerranée Suisse » et qui continue. Merci à vous trois. Merci à vous d'avoir été là cet après-midi. Bonne fin de journée.